Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube en mode naturo pour ce nouveau live. Donc ce soir, on va vous parler des troubles digestifs et en particulier du SIBO avec une invitée exceptionnelle qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Bonsoir à toi, Rosaria. Bonsoir Maud, c'est absolument mon plaisir d'être ici ce soir. Merci de Euh, m'avoir invité. Merci pour ta générosité. Donc, Rosaria Nitar est naturopathe spécialiste du SIBO. Et c'est vrai que le SIBO, c'est une problématique qui est pas très connue, surtout en France. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à cette experte qui a beaucoup étudié et travaillé sur le SIBO en Australie. Et puis, justement, c'est pour vous partager tout un tas d'informations et forcément de pistes thérapeutiques pour vous aider à prendre en charge vos troubles digestifs et notamment quand ceux-ci sont liés à un SIBO. Donc, Rosaria, est-ce que tu peux te présenter? Là, je t'ai présenté succinctement, mais c'est vrai que tu as un tel cursus que rien que pour ça, ça pourra prendre une soirée. Mais vas-y, je t'invite à nous dire un petit Non, peu. non, non, ça va pas prendre une soirée, je vous rassure. Alors, moi, je suis naturopathe, donc j'ai eu la chance en fait de me former en Australie et de travailler en Australie. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Australie où je me suis formée en SIBO et en plein d'autres choses. Et donc, ensuite, je suis rentrée en France. En Australie, j'avais aussi eu le plaisir d'enseigner dans des universités, donc de former les nouveaux naturopathes et conseillers en nutrition. Et j'ai aussi fait un peu d'enseignement ici en France, donc j'aime beaucoup la transmission. Et donc, je me suis formée en SIBO déjà à partir des années 2015-2016, alors même le SIBO n'était pas très connu, même en Australie, hein. On commençait à parler du SIBO très, très doucement. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était une partie essentielle dans le traitement des gens qui souffrent de problèmes digestifs chroniques. Donc, et petit à petit, j'ai continué à me former aussi avec les experts américains et voilà. Et donc, maintenant, je suis en France, j'habite dans le sud-est de la France depuis à peu près 5 ans. Merci Rosaria. Donc effectivement, le SIBO, c'est encore moins connu en France. Donc c'est vrai qu'en France, on connaît surtout le syndrome de l'intestin irritable. Donc la plupart du temps, c'est les personnes qui ont des troubles digestifs assez peu spécifiques, des ballonnements, des diarrhées, des constipations, l'alternance des deux, des crampes intestinales. Et puis les gastro-entérologues trouvent rien de lésionnel. Donc, on met les symptômes des personnes dans un grand sac fourre-tout. Vous recevez le diagnostic du syndrome d'intestin irritable et c'est le stress. Mais Et il oui. faut, voilà, si on est présent ce soir, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des solutions et pas juste vous entendre dire que c'est dans votre tête et que faut faire comme ça parce que la médecine ne peut pas vous proposer de solution. Donc déjà, le syndrome d'intestin irritable, c'est un ensemble de symptômes. Donc c'est assez peu précis et il faut savoir que 60% à peu près des syndromes d'intestin irritable sont en lien avec un SIBO. Donc Eh un oui, tout à SIBO, fait. c'est vrai que c'est un acronyme et moi j'ai envie de dire SIBO Kesako. Est-ce que pour les personnes qui entendent ce mot-là pour la première fois, est-ce que tu peux Oui, bien décrypter sûr, un bien petit sûr. peu? On commence par le début. Donc, effectivement, Voilà. la définition est très importante. On parle du SIBO. Le SIBO, c'est un acronyme anglais. En anglais, on dit Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et en français, on traduit prolifération, pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Donc, quand on parle de SIBO, on est dans l'intestin grêle, on n'est pas dans le côlon. Et l'intestin grêle, c'est le centre, c'est le ventre, c'est là où quand on se touche, c'est le centre du ventre, c'est le centre aussi de notre digestion. Et donc, c'est un organe essentiel, très important pour notre digestion, pour l'absorption des nutriments. C'est vraiment le roi de la digestion, l'intestin grêle. Donc, vous imaginez bien, quand on a un problème de SIBO, donc des bactéries qui prolifèrent au mauvais endroit du système digestif. Cela veut dire que dans l'intestin grêle, normalement, il y a des bactéries, bien entendu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et dans le cas de SIBO, pour des raisons dont on parlera sûrement aussi, plusieurs raisons. Donc, il y a ces bactéries qui migrent du côlon ou qui descendent de la bouche et qui s'installent dans l'intestin grêle et qui restent dans l'intestin grêle en causant énormément d'inflammation, énormément de problèmes digestifs, énormément de gaz
Et tout cela va provoquer les symptômes caractéristiques de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Voilà. Ah. Et ben là, effectivement, vu ce que tu évoques, les symptômes sont assez similaires à ceux de l'intestin irritable. Est-ce qu'il y a vraiment des symptômes préférentiels pour nous mettre sur la piste du SIBO? Ou est-ce qu'il Oui, oui, faut passer par oui. des tests obligatoirement? Ou est-ce qu'il y a vraiment plusieurs signes qui vont nous dire, oui, effectivement, là, C'est on est peut-être un SIBO. Ouais, Très bonne voilà. question. Merci, Maud, de poser cette question. C'est Je suis bonne essentiel. élève, hein? Alors, que vous soyez justement particulier, donc déjà, si vous souffrez peut-être de problèmes digestifs chroniques ou si vous êtes peut-être praticien, thérapeute, effectivement, il y a deux questions que je pose à mes consultants. La première, c'est quand est-ce que vous commencez à avoir les symptômes typiques, par exemple les ballonnements. Le ballonnement, c'est le symptôme clé du SIBO. Et surtout les ballonnements qui arrivent assez rapidement, qui se présentent assez rapidement après avoir mangé. Donc, cela veut dire même 30 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, mais souvent, c'est très, très rapidement. Donc, ça, c'est la question principale à se poser, à vous poser. Est-ce que les symptômes arrivent très rapidement après un repas? Et souvent, les gens disent que le matin, ça va à peu près, et après, un instant, je reviens, là, désolé, je suis toujours là. Est-ce que, hop. Pardon. Ah, je crois que tu m'as éjecté de Ah, la vidéo. désolé, parce que je voulais couper la caméra de personnes qui rentraient pour te mettre en plein. Je suis désolée. Voilà. Ok, là je reviens. Désolée. Non, Oui. ça va. Donc, le symptôme typique, les ballonnements assez rapidement après un repas. Et l'autre question que je vous invite à poser aussi, c'est est-ce que vous avez eu une gastroentérite assez sévère? Et si vous vous rappelez, si vous avez fait une gastroentérite, est-ce que vos symptômes se sont empirés à partir de ce moment-là? Donc ça, c'est vraiment deux questions. Les ballonnements après les repas et les symptômes en général. Donc les ballonnements, ça peut être aussi les éruptations, les flatulences, les gaz, les maux de ventre. Donc tout cela rentre bien sûr dans la présentation de la symptomatologie du SIBO. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent prédisposer à avoir un SIBO, des maladies associées, des MICI ou... Il y a plein de conditions qui peuvent être souvent associées avec un SIBO, causer le SIBO carrément, parce qu'en fait, la cause principale, donc la cause qui va vraiment causer cette prolifération de bactéries est le manque ou le ralentissement du bon nettoyage dans l'intestin grêle. Donc, nous avons un système de nettoyage, hein, comme un système de nettoyage, imaginez un lave-vaisselle. Hein. Donc, c'est la même chose dans l'intestin grêle. Il y a le complexe moteur migrant. C'est comme une vague de nettoyage qui va se mettre en route lorsque nous ne mangeons pas. Donc, pendant les périodes de jeûne, il y aura une phase de nettoyage, plusieurs phases de nettoyage. Et donc, si cette vague de nettoyage commence à être un peu déficitaire, à être moins performante, c'est là que les bactéries peuvent proliférer. Donc, vous comprenez, imaginez comme une rivière qui n'a pas un bon flux d'eau. Imaginez toutes sortes de bactéries, d'algues, de pollution qui restent dans cette rivière. Donc, c'est exactement la même chose dans notre intestin grêle. Et donc, encore une fois, l'intestin grêle, on parle vraiment du centre de la digestion, donc ce n'est pas le côlon. Hein. Donc, il y a ces deux parties du système digestif très importantes, mais là, on est vraiment dans le centre de la digestion. Et donc, pour revenir à ta question, Maud, effectivement, toute maladie, toute condition qui peut ralentir cette vague de nettoyage est bien sûr connectée au SIBO. Et là, bien sûr, on parle par exemple du diabète, on parle de maladies de MIS-C, nous parlons de maladies qui ralentissent le mouvement, on parle de Parkinson, on parle de maladies d'origine auto-immune. Il y a énormément de maladies qui peuvent être causées, par exemple l'hypothyroïdie, aussi très importante. Donc, il y a énormément de maladies. Et à part, donc, on parle aussi, bien sûr, de la gastroentérite. D'accord. Et des chirurgies aussi, donc c'est pas forcément Des une maladie, chirurgies, mais quand... des adhésions, il y a Voilà. énormément de choses. En fait, aussi des problèmes mécaniques, Non, tout effectivement, à fait, ouais. qui La causent val...
un ralentissement et aussi la prolifération de bactéries qui peut remonter hein, du côlon. Donc, oui, Bah, moi, effectivement. en consultation, je donne l'exemple du complexe moteur migrant comme une chasse d'eau, en fait. Une chasse d'eau qu'on Voilà, tirerait, et puis bah, si on la tire pas très bien, forcément, tout n'est pas évacué vers la sortie. Et donc, oui, outre, donc là, on entend qu'il y a des causes mécaniques, mais c'est vrai qu'il y a aussi, bah, pour son déduit, quand il y a des grignotages ou des goûters successifs, répétitifs, pardon, cela va ça arrêter. Oui, ralentit aussi voilà. le Les complexe gens qui moteur. mangent sans arrêt, les gens qui grignotent sans arrêt dans la journée, effectivement, ne permettront pas à cette vague de nettoyage de se mettre en route. Et donc, c'est aussi une des causes qui va peut-être causer, qui va amener un SIBO. D'accord. Donc là, maintenant, il y a des personnes qui doivent se dire, mais est-ce que j'ai un SIBO? Comment on peut s'assurer, en tout cas, qu'il y a vraiment un SIBO? Est-ce que tu peux nous parler des tests, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, les tests. Le test le plus commun, hein, qui est accepté par bien sûr, par la recherche scientifique, c'est un test respiratoire. Alors, le test respiratoire SIBO, que nous avons la chance aujourd'hui en France de pouvoir l'effectuer dans plusieurs CHU, dans certains laboratoires aussi. Donc, c'est un test qui va se faire après une préparation alimentaire. Donc, il faut préparer, bien sûr, il faut calmer hein, ces bactéries, au moins pendant une journée, voire 2 journées avant, si la personne est constipée. Donc, nous allons éviter tous les glucides, parce qu'en fait, nous ne l'avons pas dit encore, mais bon, les bactéries qui prolifèrent vont se nourrir de glucides. Les glucides, c'est toutes sortes de fibres, donc tout ce qui est légumes, fruits, céréales. Donc là, il y a des fibres, donc ça, c'est les glucides, différents types d'hydrates de carbone. Et ces bactéries qui prolifèrent dans l'intestin grêle sont là et elles ne font qu'attendre notre nourriture riche en glucides pour se nourrir. Et donc, une fois que les bactéries se nourrissent, donc il y aura de la fermentation, donc ils vont fermenter ces glucides, et la fermentation va causer le gaz, les ballonnements, les flatulences, les irritations, la distension de l'abdomen, donc les douleurs, et beaucoup d'inflammation. Donc, imaginez comme avoir une incendie, en fait, dans notre système digestif. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de dégâts, des dégâts structurels, donc des dégâts aux parois de l'intestin grêle, avec euh, une attaque, donc une lésion aux parois, là où nous avons les enzymes. Donc, les enzymes, c'est les cofacteurs, les aidants de notre digestion. Donc, Des petits qui ciseaux dit qui vont découper, on va dire, les molécules. voilà, donc c'est les enzymes, c'est oui, donc c'est cofacteurs, c'est voilà, c'est comme des transporteurs de grosses molécules et qui vont dégrader ce que nous mangeons afin que à la fin des petites molécules soient absorbables et absorbées de l'autre côté de la digestion. Donc vous comprenez bien quand il y a un SIBO, il y aura beaucoup d'inflammation et les différentes étapes de notre digestion vont se faire très difficilement. Et c'est pour cela que les gens qui ont un SIBO ont des problèmes de digestion, ont des problèmes d'absorption, ont des problèmes, ne peuvent pas manger comme les autres parce qu'ils ne digèrent pas, ils ne peuvent pas digérer tous ces glucides qui sont bien sûr essentiels pour la santé, mais qui sont aussi la nourriture préférée des bactéries SIBO. C'est pour Donc, ça que vous avez su. dans On les va tests, on parler. fait un test de provocation. Donc, ça veut dire pendant un à Voilà, deux donc jours, je on reviens sur affame le ces test. Donc, bactéries. dans le test, justement, il faut éviter de manger des glucides pendant minimum un jour, voire 2 jours pour les gens qui sont très constipés. Et donc, suite à cette préparation, le jour du test, nous allons prendre déjà une expiration à la mesure, ce qu'on appelle la mesure basale, c'est-à-dire avant d'ingérer un type de sucre, donc le lactulose, le glucose, donc avant de commencer le test, pour avoir déjà une mesure de base de notre respiration avant de commencer le test. Alors, pourquoi un test respiratoire hein, si vous posez la question, mais comment ça marche le test respiratoire SIBO? Eh bien, ça marche comme ça. Donc, une fois que la personne a commencé donc, à ingérer le sucre, le lactulose par exemple, on commence à prendre des expirations toutes les 20 minutes afin de voir justement comment les bactéries SIBO, si elles sont là, comment elles vont réagir
à ce sucre. Donc, s'il y a des bactéries SIBO, les bactéries vont manger le sucre, elles vont fermenter et vont produire du gaz. Ce gaz va passer dans le sang, il va passer dans les poumons. Et donc, à chaque expiration, nous aurons donc une lecture du gaz, du type de gaz que ces bactéries vont libérer. Pour l'instant, en France, nous avons la possibilité de tester pour 2 types de gaz. Donc, nous testons pour l'hydrogène et le méthane dans le test SIBO. Et parce qu'en fait, différentes bactéries produisent différents types de gaz. Voilà. Et puis effectivement, et puis en France, on peut avoir un remboursement sur prescription médicale pour le test à l'hydrogène. Donc, on peut Voilà, toujours tout à demander à fait. son médecin. Après, le Tout à méthane, fait. ça restera toujours, ouais, c'est À charge payant. de Mais la personne. en tout cas, ça vaut le coup voilà, de demander à son médecin la prescription. Bon, j'avoue, moi, mes consultants, ils en ont pas souvent, mais ça peut arriver. Du coup, qui ne tente Tout à rien n'a fait, tout à rien. fait. La Après, France, sinon, c'est le ouais. premier pays dans le monde, et je pense que ce sera toujours le seul pays dans le monde, à rembourser partiellement un test respiratoire SIBO. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et donc, ceux qui arrivent à se faire avoir une ordonnance pour le test respiratoire SIBO, effectivement, Donc, il reste ensuite, le méthane qui est à 40 euros. Et puis oui, après, ça se présente donc les résultats sous forme de graphique. Donc, on voit selon toutes les 20 minutes à quel moment ça a commencé de fermenter. Et forcément, plus ça fermente rapidement, plus on est sûr d'être au niveau de l'intestin grêle. Alors que au voilà. bout de, voilà, après 2 heures, bah, Donc, normalement, là, on est plutôt tout dans à le fait. côlon. Ça, c'est un bon point. Merci, Maud, d'en parler, parce qu'en fait, euh, souvent les gens pensent que l'interprétation de la machine, en fait, c'est des machines qui interprètent, en fait, qui écrivent les graphiques, etc. Et donc, et bien sûr, ils disent positif pour l'hydrogène ou pas positif pour l'hydrogène ou le méthane, etc. Alors, mais ça, c'est une machine. Donc, après, le test SIBO doit être analysé, interprété et par un expert, en fait, par une personne, donc par un praticien qui s'y connaît. Et surtout, en tenant en considération aussi la présentation clinique de la personne. Oui, parce Souvent, que si le transit est ralenti, ouais, on comprend bien qu'on va pas l'interpréter pareil que pour une personne qui a un transit rapide. Donc, voilà. effectivement, Donc, ça, c'est c'est très, très vraiment... important soit de se faire accompagner, donc chercher, bien sûr, il y a des gens qui sont formés à Thibaut et ce n'est pas facile de s'accompagner tout seul, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. D'accord. Et ben, bon, donc là, est-ce qu'on parle du digestif, mais est-ce qu'il y a des conséquences systémiques quand on a un SIBO? Bah, de la fatigue généralisée, du brouillard mental, des choses comme ça? Tout à fait. Maud, encore une très Parce que bonne comme tu as question. parlé de gaz, forcément, en général, Alors, euh, on revient un instant sur le site, donc l'intestin grêle. Et donc, pour votre information, l'intestin grêle, qui fait en longueur, donc le tuyau en longueur doit faire à peu près 5 mètres, hein, mais en superficie d'absorption, l'intestin grêle a 30 mètres carrés. Donc, 30 mètres carrés, comme un bon petit studio quand même, de superficie d'absorption. Cela veut dire qu'en fait, on compte tous les plis et tous les villosités, les microvillosités, hein, donc ça fait comme vraiment un effet comme des petits doigts qui sont recouverts par d'autres petits doigts. Tout ça sert à l'absorption des nutriments. C'est essentiel. C'est un rôle essentiel que joue l'intestin grêle. Très, très important. Je vous disais, c'est le roi de la digestion. Dans un SIBO, cette absorption vient à manquer, en fait, et se fait de façon très, très difficile, très difficilement. Et les conséquences sont justement une carence de nutriments, de micronutriments essentiels. Et souvent, nous voyons justement des gens qui sont carencés en fer, en vitamine B12, en différents types de vitamines, en minéraux, en magnésium, en vitamine D, donc les vitamines liposolubles, donc tout ce qui est vitamine qui A, a D, E, besoin, K. hein, A, D, E et K. Ok. K un peu moins parce que la vitamine K, on la produit aussi dans le Au côlon. niveau du côlon, ouais. Voilà. Mais en fait, donc c'est pour ça que les gens avec un SIBO sont très fatigués parce qu'ils ont des carences essentielles, un micronutriments essentiel pour la bonne santé. Et suite à ça, ils peuvent aussi développer d'autres conditions. Donc, au départ, ça c'est un autre point que je voudrais vraiment clarifier. Le SIBO, ce n'est pas une condition à part entière, en fait. Le SIBO est une conséquence
de quelque chose. Et le SIBO peut causer aussi d'autres choses. Donc, soit peut causer de nouvelles conditions, et sinon aussi, il peut aggraver des conditions préexistantes. Donc, quand on vous dit le SIBO, c'est une maladie, non, le SIBO n'est pas une maladie, ce n'est pas une condition, c'est vraiment la conséquence d'autres conditions. Après, bien sûr, on a oublié, on n'a pas parlé du stress. Le stress aussi peut être un déclencheur, bien sûr, du SIBO, comme malheureusement de beaucoup Tout de à fait. maladies, beaucoup de Bah conditions. là, c'est justement, je l'ai gardé pour la fin, mais on peut en parler tout de suite. C'était effectivement parler du nerf vague. Donc, je pense que voilà, tu aimes bien ce sujet-là, moi aussi. C'est vrai que le nerf vague, carrefour, excuse-moi, autoroute principale de la communication axe intestin-cerveau. Oui, Donc, tout à fait. si tu veux nous parler de ce fameux nerf vague avec Ah oui, ses... oui. Ben, bien sûr, le nerf vague, c'est l'autoroute de communication, comme tu as dit, comme tu as très bien dit, entre le cerveau et l'intestin et plein d'autres organes, hein, le Bien sûr, cœur, oui. plein d'autres organes. Mais Système bon, immunitaire. voilà, le système immunitaire, plein d'autres systèmes. Mais dans le cas du SIBO, bien sûr, quand le nerf vague n'est pas aussi performant qu'il devrait, donc cette communication ne se fait pas de façon assez performante, ben le système digestif, donc, et notamment l'intestin grêle, peut avoir un ralentissement de ses fonctions D'accord. suite à du stress. En fait, le nerf vague, on parle parfois du système sympathique et parasympathique, donc les deux systèmes qui doivent être en fait en équilibre. Donc, il ne faut pas être trop stressé et il ne faut pas non plus être trop lent, trop en baisse. Donc, l'important, c'est de trouver effectivement un bon équilibre entre les deux états. Donc, ni trop ici et ni trop en bas. Et c'est pour ça qu'on conseille souvent à tous les gens qui ont des problèmes digestifs chroniques, d'ailleurs, de faire quelque chose pour se relaxer, pour se défouler, pour, voilà, par exemple, du yoga ou chanter ou même du massage. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour rééquilibrer cette connexion intestin et cerveau, en fait. Bah, moi, je conseille bien la cohérence cardiaque, La notamment cohérence cardiaque, télécharger la respiration. l'application. Oui, Oui, oui. télécharger l'application Respirolax qui est gratuite. Et c'est vrai que bah, on peut le faire facilement dans son lit, une fois qu'on a un petit peu appris la technique ou dans les transports. Voilà, c'est des petits outils comme ça qui sont intéressants à connaître et puis bah, qu'on peut utiliser à tout moment. Donc Ah, ça, ok. tout à fait, tout à fait. Et il y a plusieurs choses en fait qu'on peut faire dans la journée. La cohérence cardiaque, c'est super, c'est assez rapide à faire, mais c'est super. Après, il y a Oui, bien d'autres sûr, oui. outils. Aussi, il faut individualiser hein, en fonction des Ah, besoins de tout la à fait, tout à fait. personne, On du peut pas tout faire. temps. Mais Oui, déjà, ça serait bien de s'en rendre compte. Où j'en suis avec mon système nerveux, avec mon stress, mon anxiété, mes pensées, comment j'ai réagi à la vie, aux événements hein, qui arrivent comme ça, qui nous attaquent tous les jours. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je peux dire que je dirais que tous les gens qui souffrent de problèmes digestifs chroniques ont une problématique de fond de stress, d'anxiété, et parfois qui n'est même pas reconnue, parce qu'en fait, on s'y habitue, n'est-ce pas? On vit parfois dans un certain état, dans un certain rythme de vie, et tout apparaît normal. Mais voilà, bah, c'est important de se poser les bonnes questions. moi, je dis toujours que effectivement le problème, il n'est pas dans la tête des personnes qui souffrent de troubles digestifs, mais que la gestion des émotions et certains schémas de pensée peuvent participer au problème. Donc, c'est vrai que c'est vraiment Tout à une fait. prise en charge Global, oui, globale, oui, effectivement. tout à fait. Donc, ok. Donc là, pour reprendre un petit peu le fil, on a fait le test, on a vu qu'on avait un SIBO, ou peut-être OK. plusieurs gaz en présence, donc plusieurs types de SIBO, puisque voilà, on n'a pas forcément détaillé, mais on peut avoir un SIBO à hydrogène, à méthane et à hydrogène sulfureux. Donc, au niveau, parce que là, on a parlé que c'était des bactéries qui fermentaient à partir de substrats alimentaires. Donc, elles fermentent à partir de ce qu'on leur donne à manger, pour dire les choses de manière très simplifiée. Donc, qu'est-ce que tu conseilles vraiment un schéma alimentaire général quand une personne présente un SIBO, Alors, c'est important de clarifier déjà sur le régime, le fameux régime que la plupart des gens connaissent, c'est le sans régime FODMAPS? pauvre en FODMAPs.
Après, il y a des régimes SIBO, le régime biphasique, donc il y a différents types de régimes. Mais déjà, je reviens un instant sur le régime pauvre FODMAPS, qui a été créé à l'origine, oui, dans les années 2000-2005, par des chercheurs australiens, encore une fois, qui ont mis en place ce régime pour le syndrome des intestins irritables. Voilà, à l'époque, on ne parlait pas de SIBO, on disait le syndrome des intestins irritables. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en éliminant certains types de glucides, les gens avec le syndrome d'intestin irritable avaient moins de symptômes. Donc, c'est comme ça que ça a été créé en 2005. Après, maintenant, on fait un bond en avant à nos jours. Le fameux régime pauvre and FODMAPS est utilisé par tous les gens qui ont des problèmes digestifs, SIBO ou pas SIBO, pour contrôler leurs symptômes. On n'est pas dans le traitement, d'accord? Donc, il faut qu'on soit clair. Le régime pauvre and FODMAPS n'est pas un traitement, c'est juste une façon de limiter les symptômes parce qu'en fait, on limite l'alimentation à ces bactéries, ces archées, qui sont dans l'intestin grêle. Mais vous comprenez bien, on ne peut pas le faire pour longtemps. Même si les gens ici, si vous allez regarder sur le site de l'Université Mhm. Monash, qui a créé le fameux régime, c'est un régime qui est conseillé pendant quelques semaines, hein, donc en maximum 2 mois, 3 mois grand maximum. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un régime qui limite justement les glucides, les fibres, mais les fibres sont très importantes pour nourrir les bactéries qui sont dans le côlon, dans notre microbiote intestinal du côlon. Et donc, en fait, nous allons, si une personne suit le régime Proven FODMAPS pour aider, justement, pour être un peu mieux côté intestin grêle, de l'autre côté, le désavantage, c'est que nous allons appauvrir la flore bactérienne du côlon. Et ça, ce n'est pas bien, parce qu'après, il y aura des conséquences au niveau du côlon. Donc, c'est pour ça que c'est un régime absolument qu'il faut faire pendant très peu de temps. Et Donc, puis, et aussi sur... idéalement, être accompagné, parce que c'est vrai que quand il y a des listes, il faut vraiment les individualiser. Et moi, ce que j'ai remarqué ce sont des personnes, et c'est vraiment ce que tu dis, c'est pas rare que des personnes me suivent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, j'ai Oui, eu depuis 10 ans. Et puis, oui. à la longue, ça génère aussi des troubles du comportement alimentaire. Les personnes, elles Ah, ont tout à peur de fait, manger tout à un fait, aliment et d'avoir tout une... à fait. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui sont là ce soir, et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'en fait, pas toutes les bactéries mangent les mêmes types de glucides. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Que moi, Rosaria et toi, Maude, mettons que nous avons toutes les deux le SIBO. D'accord? Alors, Maude, moi, je mange des pommes de terre et ça ne fait rien. Alors que toi, peut-être, tu vas manger des pommes de terre et tu vas avoir des ballonnements à mourir. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, les bactéries sont différentes. En fait, il y a différents types de bactéries qui causent un SIBO, de bactéries et des archées, les méthanogènes. Et pas tout le monde a les mêmes types de bactéries. Donc, c'est vraiment un régime sur mesure que j'invite justement déjà à faire, à suivre. Et la seule façon de le faire, effectivement, c'est de tester. Tester quels sont les aliments qui qui vous font ballonner, quels sont les aliments qui vous causent du gaz, une mauvaise digestion, etc., etc. Donc, ce n'est pas des listes que l'on suit à la lettre pour tout le monde, mais c'est des listes que nous adaptons à chaque personne qui vient nous consulter ou voilà, des gens ici peut-être qui connaissent bien sûr le fameux régime. Et donc ça, c'est vraiment, moi je dirais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est la nouvelle de faire un régime plutôt limité dans le temps et deux, un régime fait sur mesure sur chaque personne, chaque individu. Non, tout à fait. Bah, déjà, ça, voilà, c'est un travail d'introspection et puis ça rend la personne proactive, quoi. On donne pas, on n'a pas un protocole tout fait à appliquer pour tout le monde. C'est Et vraiment, oui, et oui, bah, mais malheureusement, parfois, les régimes sont conseillés comme ça, sur un trou de porte, en non, disant, tout à fait. essayez ça, allez voir Bah, ce que ça une fait. liste, ça va vite, hein, on la donne et puis après, voilà, Voilà. débrouillez-vous avec ça. Donc ça, ok, on a bien compris ton message par rapport à l'alimentation. Et puis en termes bah, d'accompagnement naturopathique, micronutritionnel, bah, c'est vrai qu'il faut relancer la digestion parce qu'on a bien compris qu'il y avait toutes les étapes qui coinçaient. Donc bah, j'imagine que tu commences par insister sur la mastication.
Après, estomac, tu t'en occupes. Dis-nous un petit peu, tu vas apporter des enzymes, des choses comme ça, des plantes toniques. Oui, 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 oui. Disons que le traitement SIBO comprend plusieurs chapitres, en fait, hein. Il y a plusieurs chapitres dans le livre qui s'appelle Traitement SIBO. Et donc, bien sûr, un chapitre s'appelle Soutien digestif. Parce qu'en fait, ces gens-là, les gens qui souffrent d'un SIBO, ils ont beaucoup d'inflammation, ils ont une carence d'enzymes, il y aura plein de problèmes. Et donc, il faut les accompagner aussi, il faut aider la digestion d'un point de vue beaucoup plus ample. Donc, ce n'est pas uniquement traiter le SIBO et tuer les bactéries, bien sûr, on va le faire. Et surtout, il ne faut pas oublier l'histamine que vous connaissez. Alors, je ne sais pas si sûrement tu voulais parler de l'histamine, mais je me permets de commencer parce qu'en fait, l'histamine euh, est une conséquence, elle aussi, de l'inflammation causée par le SIBO. Donc, la plupart des gens qui ont un SIBO, donc qui ont beaucoup d'inflammation, vont avoir aussi une augmentation de l'histamine d'un côté, et de l'autre côté, ils vont avoir aussi une baisse de la DAO. Et la DAO, c'est justement l'enzyme qui dégrade l'histamine alimentaire. Donc, c'est normal en fait d'avoir des problèmes d'histamine. C'est pour ça que les gens disent ah je tolère pas, etc. Oui, d'accord, mais on va s'occuper de l'histamine tout en traitant le SIBO, en fait. Donc, les deux choses sont très, très liées, donc étroitement liées. Donc, effectivement, on commence par préparer le terrain. Moi, je présente les choses comme ça. Donc, on va commencer de désenflammer, réparer les jonctions serrées de l'intestin grêle, relancer la digestion de l'estomac, la vésicule biliaire, les enzymes pancréatiques. Et après, et puis aussi, effectivement, veiller à avoir un transit parfait ou presque, en tout cas de ne pas être constipé. Et après, on va introduire les antimicrobiens. Mais voilà, c'est pour Oui. ça que je pense que c'est important de dire que même si on a les résultats du test, on n'attaque pas tout de suite avec des antimicrobiens. Mode, c'est bien, c'est un travail complexe, hein, complexe. Et donc, c'est pour ça que moi, je recommande à tout le monde de se faire accompagner parce que c'est comme dire, tiens, j'ai une carie, j'ai un molaire à remplacer, je vais le faire toute seule, tout seul. Oui, Je vais c'est très m'enlever bonne image. la dent et je vais mettre une couronne. Donc, voilà. Ben non, j'imagine que vous allez voir un dentiste. Donc, c'est pareil. Un SIBO, on ne peut pas s'inventer, voilà, spécialiste SIBO comme ça. Et parce que c'est complexe, il y a plein de choses à faire. Et bien sûr, la chose aussi la plus importante, une fois qu'on aura bien sûr fait le support digestif, le traitement antimicrobien, antibactérien, etc., il faut s'occuper des causes du SIBO. Et ça, c'est pour moi peut-être la chose la plus importante quand je m'approche d'un SIBO. Déjà, pendant la première consultation, j'essaie de comprendre, OK, c'est quoi? Quelles sont les causes possibles du SIBO de cette personne? Parce que déjà, voilà, je m'avance un peu, j'essaie de comprendre. Et après, à la fin du traitement, bien sûr, il va falloir identifier les causes et les traiter là où c'est possible. Si c'est des causes qui sont bien sûr traitables. Et, et parfois, bien sûr, on travaille souvent avec bien sûr, des médecins aussi, si c'est des causes vraiment des maladies assez importantes. D'accord. Et en moyenne, un traitement SIBO, tu dirais qu'on a les premiers résultats à partir de combien de temps? Évidemment, c'est toujours individualisé, mais déjà pour avoir un soulagement. Dès qu'on relance la digestion, les personnes Oui, sont oui, quand oui. même Non, mais déjà on peut soulagées. donner une idée. Oui, oui, oui. Moi, je dirais que les gens commencent à aller mieux assez rapidement. Une fois qu'on commence à tuer, mais bon, parfois, on avance doucement hein, parce que les antimicrobiens, c'est bien sûr des produits naturels, de la phyto et tout ça, de la phytothérapie, mais c'est quand même assez costaud. Mais une fois qu'on commence à avancer, moi, je dirais dans les voilà, 3 mois, déjà, 2, 3 mois, déjà, commence à avoir des changements assez remarquables. Après, tout le traitement, ça dépend de la chronicité. Toi, mode aussi, et les gens, les autres praticiens qui sont ici, sûrement, ben, nous voyons parfois des gens qui ont souffert pendant 20 ans, voire 30 ans. Et c'est vrai, on peut pas faire des miracles en un mois de traitement ou 2 mois de traitement. Donc, ça prend quand même du temps pour défaire ou aider sur tous les dégâts hein, qui se sont faits pendant des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je dirais, voilà, un traitement SIBO, il faut prévoir minimum entre 3 et 6 mois, pour être honnête. Et après, voilà, on avance petit à petit à chercher les causes et à s'occuper du.
Parce que le SIBO, surtout un SIBO causé par un gastroentérite, est un type de SIBO chronique. Et donc, les gens qui ont ce type de SIBO ont plus de, malheureusement, de chances en fait, de retomber, d'avoir de rechutes. Et ça, c'est très. Donc, dans ces cas-là, c'est indispensable d'avoir un système de prévention du SIBO. Sinon, le SIBO, au bout de quelques mois, ça va revenir. Donc, c'est très D'accord. important. Et excuse-moi, on avait parlé des tests tout à l'heure. Je voulais juste mentionner que pas encore en France, j'espère bientôt, mais dans d'autres pays limitrophes comme l'Espagne, la La Suisse, Suisse. euh, voilà, nous avons en fait la possibilité, les gens ont la possibilité de se faire tester. C'est un bilan, c'est un test sanguin qui s'appelle IBS Smart. Et donc ça, c'est un test qui va contrôler les anticorps, la présence ou pas d'anticorps antivinculines qui sont présents éventuellement suite à une et qui sont la cause, effectivement, la cause du SIBO post-gastroentérite. Donc ça, c'est un test intéressant, juste pour confirmer la présence ou pas de ce type d'anticorps et pour mettre en place donc, un traitement de façon chronique. D'accord. Et ben moi, si tu veux, j'ai un point que j'aimerais bien qu'on aborde parce que c'est une question qui revient souvent, c'est par rapport, tu avais parlé des phénomènes de malabsorption et les conséquences sur le poids. Parce que c'est vrai qu'en plus, si les personnes ont mis en place des régimes d'éviction, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être un petit peu abordé. Dis-nous, toi, qu'est-ce que tu observes par rapport aux variations de poids quand on a un SIBO? Parce que, enfin, comme tu disais, Ah oui, oui. selon les tests, selon les, excuse-moi, les types de SIBO et les bactéries en présence, si le transit est très accéléré ou très ralenti, il y a des personnes qui peuvent prendre du poids et d'autres personnes qui peuvent en perdre. Donc toi, dis-nous un petit peu par rapport à ton Alors, expérience. euh, oui, oui. Dans le SIBO, moi, je pense que la plupart des gens perdent du poids. C'est rare d'avoir une personne qui avait pris du poids. La plupart des gens que j'ai vus, franchement, au cabinet, avaient perdu du poids et avaient perdu beaucoup de poids. Une moyenne minimum de 7 à 10 kilos, voire plus parfois. Euh, donc ça, c'est un gros problème, justement, pourquoi elles perdent du poids. Elles perdent du poids, déjà, parce qu'ils commencent à faire ce régime d'éviction pendant longtemps. Et donc ça va leur faire perdre beaucoup de kilos. Ils perdent aussi du poids suite à cette malabsorption des nutriments. Donc, ils sont bien sûr fatigués et ils perdent du poids, mais c'est surtout le régime, c'est la malabsorption et le régime. Et c'est sûr qu'une fois qu'on commence à traiter le SIBO et une fois que la digestion se relance et se fait mieux, les gens non seulement se sentent mieux, ils commencent à gagner de l'énergie et surtout, petit à petit, ils reprennent des kilos. Donc, petit à petit, ça se fait. Donc, c'est super, c'est vraiment fantastique, mais c'est tout à fait faisable et on le voit souvent, souvent. Ouais, Oh ouais. bah merci, ouais, parce que c'est vrai que c'est moi j'ai pas mal de personnes qui présentent cette problématique et puis elles sont pas forcément pu être présentes ce soir, mais au moins merci de partager ton expérience parce que c'est vrai que comme tu dis souvent les bactéries SIBO elles se servent avant nous des Oui, ouais, nutriments ouais. donc forcément si on nous c'est comme si on nous volait dans notre assiette mais Il si ne on nous nous reste pas voilà grand-chose à la fin. voilà Hein? Il ne nous reste pas exactement. grand-chose. Et c'est ça, le docteur Pimentel, qui est le père du SIBO, le gastroentérologue américain, lui, il dit que en fait, l'intestin grêle, c'est comme un restaurant étoilé, comme un restaurant Michelin, plusieurs étoiles, pour les bactéries SIBO qui sont là et qui attendent la nourriture toute fraîche qui arrive assez rapidement, justement, dans l'intestin grêle. Donc, se régale dans un restaurant étoilé. D'accord. Et puis, est-ce que tu as des techniques complémentaires vers lesquelles tu orientes tes consultants? C'est vrai que, par exemple, je pense au massage abdominal Kinetic Sang ou est-ce que toi, tu as d'autres Oui, pratiques? oui, oui, plein de choses. Alors, plein de choses, tout ce qui peut aider, effectivement. Oui, des massages, oui, ça aide. Aussi, autre chose, par exemple, l'hypnothérapie, parfois, Hmm. ça peut aider aussi. Mais toutes sortes de thérapies complémentaires qui peuvent aider, soit la relaxation, soit avec, bien sûr, le massage aussi du ventre, qui peut aider aussi avec la constipation, toutes sortes de techniques. Absolument, je pense il ne faut pas hésiter à combiner effectivement le traitement SIBO avec d'autres choses. Donc,
D'accord. surtout thérapie douce, des thérapies pour calmer le stress, l'anxiété. Donc, absolument. Ah, oui, oui. D'accord. Donc effectivement, c'est vraiment une approche L'acupuncture aussi. holistique, comme tu disais au tout début. Oui. Ah, oui, D'accord. oui, tout à fait. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah maintenant, on va parler plutôt aux praticiens qui nous regardent ou qui vont nous regarder en replay. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, que bah, l'approche SIBO, elle est très développée en Australie, aussi aux États-Unis. Et toi, tu as eu la chance de pratiquer, d'enseigner dans ces pays-là. Et tu formes justement les thérapeutes français. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta formation? Qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut avoir les informations? Dis-nous un petit peu. Bah moi, voilà, je pas. Il n'y a pas de scoop, donc j'ai suivi ta formation qui est extrêmement qualitative et c'est vrai que je la conseille, mais autant ce soit toi qui en parle. Oui, merci. Merci beaucoup, Maud. Ah ben, mais c'est simple. En fait, je me suis rendu compte qu'en France, il y avait un grand vide aussi, au sujet du SIBO, d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent. Donc, on compte ça, on dit des millions de personnes. Hein. Donc, et donc, vu que je m'étais formée avec les experts internationaux, j'ai l'idée de faire donc, cette formation en SIBO, la formation expert SIBO, pour former des praticiens, des thérapeutes, afin de pouvoir aider un maximum de gens tous ensemble, en fait. C'est ça le but de la formation. Et donc, ma formation se veut, bien sûr, il y a de la théorie, bien sûr, mais il y a beaucoup de pratique parce que quand je me suis formée, c'est vrai que je n'avais pas vraiment accès à mes formateurs, en fait. Donc, parfois, c'était difficile de commencer à traiter les gens ainsi beau. Hein. On hésitait, j'hésitais bien sûr sur plein de choses. Et donc, ma formation se veut pratique pour aider un maximum, en fait, tous les praticiens qui commencent, qui débutent des traitements SIBO, voilà, pour qu'ils ne soient pas perdus et abandonnés à eux-mêmes. Donc ça, c'est surtout, je pense, le grand plus de ma formation, m'avoir, moi, hein, c'est non seulement des modules pré-enregistrés, mais c'est mon accompagnement, ma supervision, mon aide. Et ça, on le fait assez, voilà, de façon presque quotidienne, n'est-ce pas, Maude, grâce aux échanges sur le groupe Facebook, les messages et tout ça. Voilà. Bah effectivement, donc c'est une formation e-learning, donc on peut apprendre à son rythme et puis après on échange en direct avec Rosaria qui nous répond. Voilà, on peut vraiment poser toutes les questions. J'aime bien moi discuter, animer le groupe, donc c'est vrai que c'est un vrai lieu d'échange et de partage. Les informations sont Merci, mises à jour. merci à toi pour tes super questions, j'adore. Voilà. J'apporte quand même Et des réponses, on apprend quelques tous en fait réponses les aussi. uns des autres. Donc c'est ça aussi qui est super parce que chacun a des expériences différentes et donc chacun Tout à fait. apporte un peu voilà, son expérience. Et aussi ce que je voulais dire, bon, le SIBO n'est pas que le SIBO, donc ça on le sait, maintenant on l'a compris. Le SIBO est connecté à des dizaines et des dizaines de conditions et ce qui me passionne aussi, c'est petit à petit, bien sûr, ajouter des modules, les masterclass, en fait, sur d'autres choses. Bien sûr, on parle de l'histamine, on parle Moi des aussi. mycotoxines, les moisissures, la maladie de Lyme, on parle de plein de choses. L'hypothyroïdie, notamment, Hashimoto et les MIS-C. Donc, il y a plein d'autres connexions et plein de sujets qui, voilà, petit à petit, vont bien sûr aussi se rajouter en formation. Bah super, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis bah c'est vrai que tu partages comme on vient de bien comprendre énormément d'informations et c'est vrai que bah, je mettrai les liens dans les commentaires de cette vidéo vers tous tes réseaux parce que c'est pratiquement quotidien que tu partages bah, des petites vidéos ou des publications et je pense que ça peut vraiment aider les gens bah, à comprendre en fait que leurs symptômes effectivement ils sont pas dans leur tête, qu'il y a des causes et surtout des solutions. Donc voilà, ça, tout ça, ce sera mis dans les Mais, commentaires. mais surtout la grande satisfaction quand on aide les gens qui souffrent d'un SIBO de façon chronique depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est quand les symptômes commencent à partir. Et c'est la grande surprise, parce que bien sûr, ils n'y croient pas au départ. Plusieurs fois, j'ai eu des gens qui me disaient, mais Rosalia, mais vous êtes sûr, on peut y arriver, on peut y arriver. J'ai dit, oui, on peut y arriver, soyez confiants, on peut y arriver. Et quand cela arrive, donc la diarrhée chronique s'arrête,
où la constipation s'arrête et les douleurs et les ballonnements enfin partent. Et surtout le plaisir de pouvoir remanger à nouveau des aliments qu'on n'avait pas mangés depuis longtemps. Alors ça, c'est vraiment une grande, vraiment une... Pas de réaliser qu'il y a une vie sans SIBO, que la vie peut être, enfin voilà, pas tout Ah organiser oui, sa ah vie oui, autour des ah troubles oui, ah oui, digestifs, autour des toilettes, autour de ah quel oui, ah aliment oui, va tout me à faire fait, mal au tout à ventre ou fait. pas. Donc, ok. Et ça, c'est voilà, la vie des gens. Donc, il y a une vie avant et il y a une vie après le SIBO. Et donc, et c'est super de pouvoir dire oui, il y a une vie après le SIBO. On va y arriver. Bah, merci à toi, Rosaria. Je pense effectivement c'est une belle conclusion. Donc, vraiment un grand merci pour toutes tes explications, ta générosité. Et puis, bah, je mettrai bien les liens pour suivre ton actualité dans les commentaires de cette vidéo. Donc, merci à vous Merci. d'avoir suivi. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo et nous vous répondrons avec grand plaisir. Au revoir, merci. Au revoir, Rosaria. Merci, merci, Au Maud. revoir.